Tony Duboul et je suis professeur de génétique et de génomique à l'EPFL et à l'Université de Genève. Et aujourd'hui, les sciences de la vie, c'est étudier les hommes. Et lorsque vous faites aujourd'hui une demande de fonds pour étudier un ver de terre, pour étudier un petit insecte, etc., très souvent, on se trouve obligé de justifier ça par un critère utilitariste en disant non, mais en étudiant ça, on va comprendre le cancer, machin, etc. Ce qui est un non-sens total. On a perdu l'esprit des Lumières, la pure curiosité scientifique. Et ça, je pense que c'est le côté, l'envers du miroir de ce changement de paradigme extraordinaire de la fin des années 80. L'autre effet très important de cette révolution, donc de la génétique de la fin des années 80-90, c'est évidemment le renforcement du déterminisme génétique. À partir du moment où on s'aperçoit que tous les animaux ont les mêmes gènes, il va falloir comprendre comment c'est possible. Moi, ayant les mêmes gènes qu'un éléphant, je ne ressemble pas à un éléphant. Donc, on étudie les gènes. Donc, on se met à comprendre l'effet direct que le matériel génétique a sur le développement de la morphologie, etc. Donc, on augmente l'importance qu'on donne au déterminisme génétique. On est arrivé à un moment, je dirais peut-être au séquençage du génome humain, où les gens se sont mis à penser que, même ma foi, toute notre vie est dirigée par des gènes, on ne contrôle plus rien. Et je pense qu'en réaction à cette surgénéticalisation de la recherche, se sont développées deux disciplines qui sont extrêmement confortables pour lutter là contre. Premièrement, les sciences du cerveau, parce que le cerveau, par définition, c'est un espace de liberté, on échappe, les gens pensent que c'est le cas, on échappe à nos gènes, on se venge du diktat de nos chromosomes, et l'épigénétique, un peu plus récemment, parce que là encore, on peut avoir un effet sur ces chromosomes qui nous traitent en esclaves. On peut imposer à nos chromosomes notre façon de vivre. Alors, le libre arbitre, bien sûr, c'est la question fondamentale qu'on peut se poser. La question de la relation entre ce que nous pensons être l'indépendance de notre cerveau et le diktat de nos chromosomes. Le cerveau, il est construit par nos chromosomes, par notre génétique. Et donc, on peut dès lors se poser la question de savoir quel pourcentage de liberté nos chromosomes accordent à notre cerveau. Alors, beaucoup de gens vous diront, mais l'expérience, par exemple, l'apprentissage, notre cerveau se construit par l'apprentissage. Bien sûr, mais est-ce que l'impact de l'apprentissage sur la construction de notre cerveau est totalement libre? Ou bien est-ce que notre cerveau est structuré d'une façon telle que l'impact d'un apprentissage chez des gens différents aura le même effet? Donc c'est tout le problème du libre arbitre ou même de la libre interprétation d'un apprentissage. Est-ce que le même apprentissage, le même stress, la même souffrance va induire des effets différents ou des effets similaires dans des cerveaux qui auront grandi de façon différente, dans des individus différents? Vous comprenez, la question c'est quelle sera la prochaine révolution? Comment est-ce qu'on va sortir de ça? Quel va être le prochain saut qui va faire qu'on va changer de pensée, changer de... Alors évidemment, beaucoup de gens essayent de prévoir, parce que quand vous dites c'est un changement de paradigme en science, on entend ça tous les jours. On dit mais ma recherche c'est un changement de paradigme, c'est formidable. Mais c'est pas ça le changement de paradigme au sens de Thomas Kuhn, c'est vraiment une révolution de la pensée. Alors je ne sais pas quand elle va venir. Donc on va passer à un mode de fonctionnement qui va être entre soi et soi.
Et ça, c'est une vraie catastrophe. C'est une catastrophe. D'un autre côté, elle va finalement faire comprendre aux gens, cette catastrophe, qu'ils ne sont pas les propriétaires de leur ADN. Et ça, je pense, ce sera une révolution sociétale, parce que ça va évidemment avoir des conséquences sur la définition de l'individu, sur la définition de l'individualité. Nous ne sommes pas propriétaires de notre ADN. Parce que toutes les conséquences que vous allez déduire de votre introspection, contrairement à une introspection cérébrale, votre conscience, vont avoir des effets, peuvent avoir des effets sur votre famille, sur les gens à qui vous avez transmis votre ADN ou sur les gens qui vous l'ont transmis. C'est extrêmement différent d'une introspection dans votre inconscient. Parce que votre inconscient, en principe, on ne le transmet pas, on peut discuter de ça, mais on ne le transmet pas. Parce qu'évidemment, l'introspection de nos chromosomes va bien nous conduire quelque part, pas seulement à se dire on est heureux, on n'est pas heureux, on est content, on n'est pas content. Quand vous allez comprendre, vous allez changer. C'est le but. Et là, on va passer au transhumanisme, mais au vrai. Pas aux sortes de gadgets, de prothèses qu'on a aujourd'hui. Je disais ce matin dans le temps, une prothèse pour la rétine. C'est formidable pour les gens qui peuvent voir une prothèse de la rétine. Mais à long terme, dans une vue historique de la science, ce sera anecdotique. L'autre solution, c'est de modifier génétiquement, directement, l'équivalent d'un OGM, en fait. De modifier directement, génétiquement, les humains, pour qu'ils soient soit mieux adaptés à leur nouvel environnement, soit etc. Alors évidemment, si les gens écoutent un professeur de l'université de l'EPFL dire qu'il faut faire des humains transgéniques OGM, ils vont sauter sur leur chaise. Je pense que la vraie crise, effectivement, sera le jour où l'Homo sapiens va décider de retourner sa connaissance sur lui-même, ce qu'ont prévu beaucoup de personnes dans les années 50, en fait. Et de finalement s'appliquer à soi-même ce que l'on applique aux animaux depuis les années 70-80, ce qu'on appelle la transgenèse, autrement dit de partir vers un transhumanisme. Alors ça va se faire progressivement. Bien sûr, au démarrage, cela se fera pour corriger des problèmes génétiques. Tout le monde sera d'accord, semble-t-il, j'espère du moins, de pouvoir corriger un défaut génétique pour qu'un enfant malade puisse avoir une vie correcte. Alors après, il faudra définir ce que c'est qu'une maladie. Est-ce qu'une maladie, c'est forcément quelque chose d'handicapant? Est-ce qu'une maladie, c'est... Et puis voilà, et je pense que peu à peu, les gens vont rentrer dans ce monde de la transformation génétique et j'espère qu'ils se rendront compte qu'il n'y a pas que du mauvais, que du monstrueux là-dedans, et qu'il peut y avoir certaines choses, non pas pour améliorer, pour rendre plus, mais pour peut-être mieux adapter l'espèce humaine aux conditions qui seront les conditions dans lesquelles il faudra vivre dans 2, 3, 4 siècles.